Bonjour. Donc, je vais faire assez vite pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un projet en cours, moins avancé que EBM France, et aussi parce que je voudrais vraiment laisser du temps au dernier intervenant qui a des choses passionnantes, je crois, à nous montrer. Donc, prévention effective personnalisée et e-santé, c'est un projet numérique du collège. Je suis médecin généraliste libéral dans le 13e arrondissement. Je suis partiellement salarié à la SFTG au collège et je anime un pôle de santé dans le 13e arrondissement. L'objectif général de PEP, c'est concevoir et tester un environnement informatisé facilitant la mise en œuvre d'actions personnalisées afin de prévenir la survenue de maladies ou de complications de maladies installées. Donc finalement, survenue de maladies ou de complications de maladies, c'est en gros ce que nous faisons 90% de notre temps aujourd'hui. Donc c'est un énorme segment de notre pratique. L'idée, c'est que cet environnement cible à la fois le médecin et le patient. Et nous avons choisi comme cas d'usage, disons, de travailler sur le risque cardiovasculaire, ce qui tombait particulièrement bien puisqu'il y a un autre groupe du collège qui travaille sur le risque cardiovasculaire, sur la partie plus contenue. Et donc les deux projets convergent très positivement. Les partenaires, ce sont deux unités INSERM, le LIMIX et CICIT Evalab. Le collège général qui est à l'origine de ce projet, et des industriels, puisque c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, qui finance des projets qui doivent être des collaborations avec des industriels. Donc CompuGroup, Silk Informatique, Vidal. Et il y a aussi des représentants des usagers qui ont été sollicités. C'est France Assos Santé qui devrait nous rejoindre rapidement. Le projet est prévu pour 3 ans. 3 ans, donc on est déjà à plus d'1 an du démarrage. Les méthodes, très rapidement, c'est d'une part travailler sur des guides de la Haute Autorité de Santé et transformer les guides en arbre de décision pour sortir des profils de patients. Et ensuite, en fonction du profil de chaque patient, des règles, c'est-à-dire si tel et tel et tel critère, alors tel facteur de risque à évaluer. Il s'agit non seulement de dire quels sont les facteurs de risque à évaluer, mais aussi d'essayer d'approcher le risque cardiovasculaire global et quels sont les facteurs de risque qu'il est pertinent de modifier pour le patient. Il y a un travail sur l'ergonomie d'un questionnaire pour permettre d'extraire les données donc, de ce que c'est le patient, et aussi un travail d'interopérabilité et d'échange de la plateforme avec les logiciels métiers, parce que ce qu'on veut, c'est récupérer aussi les données du logiciel, puisque vous savez, chaque médecin sait déjà pas mal de choses sur le profil de risque cardiovasculaire de son patient. Et il y a aussi un gros travail qui a été fait l'année dernière sur les besoins et attentes des utilisateurs concernant les outils de la prévention et les meilleures manières d'interagir avec la plateforme, avec un travail de bibliographie, un travail de benchmarking sur ce qui existait déjà en tant que logiciel et site dans le monde. Et il y a eu des entretiens individuels et des focus group à la fois avec des patients et avec des médecins généralistes. Donc tout ça, ça aboutit à maintenant une idée relativement précise de ce qu'on voudrait voir se passer dans cette plateforme. En gros, il y a 4 étapes. Une première étape qui est une évaluation du risque cardiovasculaire. Cette étape, elle peut être menée par le patient tout seul, par le patient en binôme par le médecin, par le patient seul, puis le patient en binôme avec le médecin. Et elle comprend un questionnaire qui est rempli par le médecin, par le patient au départ, la récupération de données du dossier médical, des paramètres mesurés, et il est possible aussi que le patient utilise des outils connectés, par exemple pour faire de l'automesure tensionnelle, pour mesurer des variables biologiques, ou pour essayer d'apprécier un certain nombre de comportements, comme par exemple le nombre de pas par jour. L'étape numéro 2, c'est une étape de communication du risque cardiovasculaire et des méthodes pour le réduire. Et là, c'est vraiment l'interaction entre le médecin et le patient. Donc, le patient vient vous voir, il a rempli les choses chez lui, il a préparé la consultation, vous récupérez les informations et vous avez à commenter avec lui la liste des facteurs de risque qui ont été identifiés, avec aussi une appréciation autant que possible, dans les limites actuelles des calculateurs de risque, du risque cardiovasculaire global pour les événements cardiovasculaires, et aussi, ce qui est assez intéressant, je trouve aussi, c'est le risque de faire un diabète de type 2 dans les 10 années suivantes. Le système donnera aussi le poids de chaque facteur de risque dans le risque global, dans la mesure où il peut être apprécié sur le plan épidémiologique, et il présentera des informations sur les moyens pour réduire chacun des facteurs de risque, les moyens étant
comportementaux ou médicamenteux, ou les deux. L'étape 3, c'est l'étape de la fabrication du plan personnalisé de prévention. Ça passe par le travail de type entretien motivationnel sur les préférences du patient, sur ce en quoi il a confiance, sur une hiérarchisation des risques et une hiérarchisation des actions possibles, la définition d'objectifs et de délais dans lesquels on va réévaluer. Et l'étape 4, c'est la mise en œuvre et le suivi de ce plan de prévention personnalisé. Donc le patient aura une application qui sera paramétrée pour lui, dans laquelle il pourra enregistrer un certain nombre de comportements, il pourra capturer des données avec des objets connectés et il recevra un certain nombre d'aides qui seront des encouragements, des aides à la résolution de problèmes, du feedback sur ses performances, peut-être le soutien par un réseau social. Enfin, il y a l'analyse de la Biblio a montré qu'il y a au moins une 50aine de techniques de changement de comportement qui ont été testées dans le monde et on va voir quelles sont celles qui sont retenues dans la plateforme. L'application permettra des échanges avec le professionnel de santé. Ce sera possible, par exemple, d'aider le patient à gérer son agenda de prévention en lui envoyant un SMS pour lui rappeler qu'il a telle ou telle chose à faire ou lui proposer de venir discuter à un moment donné. Alors, les difficultés sont d'une part des controverses scientifiques. Par exemple, il y a des choses sur le guide HAS sur le risque cardiovasculaire global et le traitement, la prise en charge des dyslipidémies qui posent problème aujourd'hui et il faut qu'on voit comment on va traiter ça dans la plateforme. Il y a les énormes limites des calculateurs de risque actuels qui portent sur des populations plutôt pas françaises, avec des limites d'âge très importantes, avec très peu de facteurs de risque par rapport à la quantité de facteurs de risque impliqués dans le risque cardiovasculaire. Les recommandations, il y a des trous dans l'évaluation des facteurs de risque. Il y a des fois des patients, tel profil, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Et des conseils assez stéréotypés pour les actions. C'est-à-dire, en gros, si on veut résumer, c'est toujours il faut bouger et manger équilibré. Mais c'est d'une manière extrêmement basique et c'est pas évident d'arriver à partir de ça à... Le patient, il a déjà entendu 1000 fois à la télé, il a vu écrit à chaque pub pour des tweets, etc. Et donc, il faut aller plus loin dans les conseils. Les techniques de changement de comportement, leur efficacité est très peu évaluée. Et puis, il y a un vrai problème d'appropriation par les professionnels, parce que c'est un changement de posture, c'est-à-dire le plan personnalisé de prévention, c'est vraiment se mettre dans l'entretien motivationnel et accepter que les priorités du patient, ce n'est pas forcément celles que vous aviez en tête. Voilà, il n'empêche que ce que nous espérons avec ce projet, c'est d'avancer. On peut dire qu'aujourd'hui, la prévention, c'est surtout très variable. Il y a des variabilités entre les médecins, mais il y a aussi des variabilités intramédecins qui sont souvent génératrices d'inéquité de soins. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui ont été assez bien démontrées, parce qu'on ne fait pas la même chose pour tous nos patients en fonction, par exemple, de leur position sociale. Et on espère qu'on va aller vers une harmonisation, non pas de ce qui sera prescrit aux patients, mais une harmonisation des principes, des référentiels et des valeurs sur lesquels se basera la pratique préventive. On espère passer du discours stéréotypé à un vrai plan personnalisé de prévention, que le patient, au lieu d'être mal informé et passif, comme il est le plus souvent aujourd'hui, soit un vrai partenaire spécialiste de lui-même et ayant les informations qui lui permettent vraiment de discuter d'égal à égal avec vous pour mettre en place son plan de prévention. On espère que les outils vont être riches, que ça va être des boîtes à outils partagées, qu'au lieu d'entendre ce qu'on entend aujourd'hui et qu'on vit nous-mêmes tout le temps, à savoir la prévention, c'est ce qu'il faut faire en plus, on manque de temps, etc., eh bien, on espère qu'il y aura des consultations dédiées, préparées à l'avance par le patient, et que ça va passer à un travail d'équipe. C'est-à-dire, on imagine très bien, pour ceux qui connaissent le dispositif Azalée, on imagine très bien les infirmières Azalée s'approprier cette plateforme et qu'on puisse travailler avec elles là-dessus. Et au lieu de faire de la prévention opportuniste, qui était un peu le paradigme des Canadiens des années 70, à savoir il faut profiter de toutes les consultations pour une angine, pour un rhume, pour un corps au pied, pour faire de la prévention, ce qui n'est plus possible avec le profil des patients multipathologiques d'aujourd'hui, passer à une approche vraiment systématique et que cette approche elle soit un peu programmée. Et elle peut être à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire on peut imaginer qu'avec une plateforme comme celle-là, on puisse avoir des actions vers des groupes de patients. Et puis, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est tellement énorme la ruée des patients
vers les sites de prise de rendez-vous en ligne. Imaginez que le site de rendez-vous en ligne dise « Votre médecin vous propose un lien vers le site dans lequel vous allez pouvoir préparer la consultation avec lui si vous êtes intéressé par la prévention ». Ça permet vraiment aux patients qui sont intéressés par ça de prendre leur temps, de préparer les choses, et on peut avancer comme ça. Et donc, en fin de compte, la prévention pourrait devenir vraiment l'essentiel de notre activité, et je pense que c'est aussi ce qu'attendent les patients. Voilà, donc j'espère qu'en 2019, on aura quelque chose à montrer qui sera aussi avancé qu'était EBM France aujourd'hui, et on aura besoin de gens pour l'évaluation, donc de médecins et de patients, évidemment. Merci. Des questions? Ouais, si. Deux remarques et une proposition. Deux remarques que ne vous vivez pas comme des critiques, mais plutôt d'interpellation. La première, puisque c'est le collège qui est promoteur de ce genre de travaux, ça serait peut-être intéressant justement, alors pour le coup, d'interroger les différentes structures qui font partie du collège ou en dehors, sur un sujet. Avez-vous une réflexion sur? Parce que là, pour le coup, ça m'évoque un certain nombre de réflexions qui sont menées dans certaines maisons, dont celle que j'appartiens à la SFMG, sur la multimorbidité, sur la maladie index, sur la déprescription, sur le DPIO, sur Mediatel, enfin un certain nombre de choses de ce genre. Donc ça serait pas mal, parce que pour le coup, là, peut-être qu'on va chacun réinventer les trucs, et c'est un peu plus dommage. La deuxième, c'est une interpellation sur la finalité, et la notion qui est connue à l'étranger de workload, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, de nos patients, c'est-à-dire la charge restant à nos patients de travail. Pour le moment, depuis des années, on leur file du boulot à la sortie de la consulte. Il faut qu'ils suivent nos traitements, il faut qu'ils fassent ceci, il faut qu'ils fassent cela. Et là, avec notre vision qui est tout à fait pertinente, et qu'on développe bien, j'y adhère, je suis une infirmière à Zalé, on leur charge la barque avant la consulte maintenant. C'est-à-dire qu'on leur file du boulot avant, ils en avaient après, ils vont en avoir tout le temps. Et voilà, bon, c'est aussi une question, c'est quel est le rapport à la santé, à leur charge de travail. Et ma proposition, elle est, et ça m'intéresse, et ça fait le lien avec la communication d'avant, on voit que là, on revient à notre cœur de métier sur ce qu'est l'informatique au quotidien, c'est-à-dire nos logiciels médicaux. Nos éditeurs de logiciels, quels qu'ils soient, sont submergés par des réglementations qui ont fait qu'ils ne peuvent pas s'occuper de nos logiciels. Ils ne peuvent pas. On parle d'interopérabilité, on est toujours à la préhistoire de l'informatique médicale dans le quotidien, parce qu'ils sont embouteillés pendant un an sur le truc vital, sur tout un tas de normes ils ont des cahiers des charges qui arrivent des administrations qui sont permanentes. Et je pense que le collège peut-être aidé par nos syndicats, pourrait à un moment dire à l'administration, stop, laissez-nous pendant 2 ans, on a besoin que nos éditeurs s'occupent de notre logiciel qui nous sert tous les jours et qui doit nous renvoyer de l'information pertinente. Peut-être le collège a des choses à dire là-dessus. Merci. Oui, donc très vite, bien sûr, la mise en commun, l'idée c'est de faire converger un petit peu tout un tas de choses qui ont été travaillées. Le collège est là vraiment pour ça, à mon avis, pour récupérer un peu ce qui existe. Donc ça, on est complètement d'accord. Concernant la charge des soins pour les patients, je crois quand même qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps déjà à faire de la prévention du risque cardiovasculaire, à s'occuper d'hypertension, etc. Donc l'idée, c'est d'être un peu plus outillé pour le faire, hein, et pas d'aller chercher des choses en plus infaisables. Et la troisième chose, je crois que c'est de reconnaître que le patient, c'est lui qui sait ce qu'il est capable de faire. Et justement, de ne pas être dans l'injonction, faites ci, faites ça, mais voir avec lui ce qu'il a envie de faire, ok, on l'aide et il le fait vraiment. Et peut-être moins dans le médicament et plus dans le comportement de santé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas... Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en train d'essayer de mettre en place un dossier médical partagé de prévention. Non, je dirais pas ça exactement comme ça. Disons qu'à terme, en tout cas, on peut imaginer que oui, c'est-à-dire que si après le risque cardiovasculaire, on décide que avec la même démarche, on peut envisager
les risques de perte d'autonomie, la vaccination, le risque sexuel, etc., etc. On peut imaginer qu'à un moment donné, effectivement, le patient puisse avoir un outil pour gérer sa prévention et la partager avec le médecin, oui. À terme, oui. C'est ce que j'avais compris dans votre intervention de ce matin. Et du coup, la question, c'était que faites-vous de la protection des données pour le patient? Parce que là, du coup, il va mettre ses données sur cette plateforme. Et comment comptez-vous protéger ces données? Parce que c'est toute la question. Après. Je ne suis pas du tout un expert de la sécurité, mais c'est comme le patient qui met ses données dans nos serveurs. Maintenant, il y a des maisons de santé qui ont leur base de données sur Internet, sur un serveur qui est je ne sais pas où. Donc là, ce sera vraiment à travailler avec les spécialistes de la sécurité des données. Je n'ai pas de réponse. En tout cas, bon, c'est sûr que ça ne peut se concevoir qu'avec tout le package de garanties de sécurité physique, numérique et autres. Le projet PEPS est financé à ANR. Les données sont hébergées sur un hébergeur sécurisé de santé, ce qui est le golden standard de la réglementation en France actuellement. Merci. Je vous laisse vous présenter. Merci Hector et puis à l'année prochaine.